Rebonsoir. Très sympathique que vous soyez là, tout le monde ici, en samedi soir. Il y a plein de choses à faire à Paris. Être ici avec nous, on apprécie. Et on fait ça par l'amitié, certains, et probablement par grand intérêt au travail d'Aiglé, qui nous a fait aussi la grande joie de nous inviter, d'être ici et toucher, échanger autour des choses qu'elle fait depuis quelques années. Donc, nous sommes ici, nous cinq, qui venons des domaines très proches et un peu lointaines. Mais je pense qu'on est intéressé par plein de mêmes choses. Moi, je suis métabolochéitite, je suis historienne de l'art et commissaire d'expo. Et j'ai la joie de voir ici, à ma gauche et à ma droite, 4 personnes qui je vous présente. Julien Mourlu, qui est historien de la mode. Il est collègue d'Aiglé à l'IFM. Après ses études de stylisme à l'école de Paris, Julien a travaillé chez Christian Lacroix, chez Nina Ricci, et ensuite Rochas, toujours avec Olivier Tisken. Et il est très passionné, on le sait, par le vintage. Oui. Et il se consacre donc depuis 2015 surtout à la valorisation des archives de mode. Ensuite, à ma droite, j'ai Chiki Sidibé. Chiki est championne d'Europe du fitness. Et elle est ensuite aussi mannequin, actrice. Elle travaille donc au milieu de la mode et de sport. Et c'est assez fascinant. Je pense que moi j'ai plein de questions et le public en aura probablement aussi. Ensuite, Patrice de Tartre. Il est créateur couturier et qui a d'abord commencé comme designer, entre autres choses, de robes de mariée. Ensuite, elle a travaillé avec Thierry Mugler. Et ensuite, depuis une vingtaine d'années, il créait à son propre compte pour un clientèle privé. Et on est très intéressé dans l'expertise de Patrice, surtout la professeure de moulage. Donc voilà, merci Patrice. Moi aussi, je vous remercie d'être là. C'est un grand joie de partager une discussion, d'avoir échangé sur ce sujet que vous savez tous et toutes que m'apassionne beaucoup. Et votre avis, pour moi, est tellement intéressante et importante pour essayer d'étudier comment les gens voient la beauté, comment les gens pensent aux vêtements, comment le vêtement est conçu pour être porté. Et parfois, il est très loin de la réalité, parfois, il est très proche de la réalité. Et donc, on est là pour discuter de tout ça et des milieux très différents, des angles très différents, mais toujours avec la notion du corps habillé. Et bien, donc, Aiglé, elle travaille pendant une dizaine, presque quinzaine d'années dans différentes maisons de mode, à Londres et à Paris. Elle comprend plein de choses, elle voit plein de choses. Et à un moment donné, elle a écrit Gowns. Et c'est ce que nous entoure. Et ce nom, en anglais, ça va être mon deuxième question pour toi. Donc, Aiglé, je vais la poser. Donc, Gowns, on peut traduire directement Gowns, robe, mais pour moi, c'est aussi quelque chose... c'est vêtements, non? Et donc, qu'est-ce que c'est en robe? Qu'est-ce que c'est en vêtements, Julien? Je pense que d'un point de vue occidental, la robe, c'est plutôt quelque chose de féminin. En fait. Alors que, on sait qu'à l'origine des choses, notamment dans la Grèce, etc., l'antique, le vêtement était plutôt une tunique, une robe, qui n'était pas du tout genrée, en fait. Donc c'est une fabrication aussi de la société qui a surtout s'est cristallisée beaucoup au 19e siècle, en fait. On a vraiment énormément genré la mode, en fait. Et donc c'est vrai que maintenant, une robe, c'est plutôt quelque chose qui, du coup, est lié à la féminité. Or, on peut tout à fait voir ça, à mon avis, en dehors de ça. On peut aussi voir le mot robe comme étant une robe, par exemple, que porte un avocat, qui est complètement aussi un vêtement qui a une fonction professionnelle, qui, du coup,
annule complètement cette notion de genre aussi, en fait. Donc, quand j'étais petit, ma mère allait voir des voyances tout le temps. Elle lui a dit que j'allais travailler dans la robe. En fait. Du coup, ma mère a cru que je serais avocat pendant longtemps. En fait. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, Aglaé, pourquoi ce mot anglais? Pourquoi gown? Déjà, quand j'ai travaillé dans la mode, très souvent, on m'a dit « Ah, mais tu devrais lancer ta marque de robe » parce que j'étais souvent designer de flou. Et mes collègues m'encourageaient pour, voilà, ils voulaient juste être sympas, mais ils disaient qu'ils aimaient bien de me voir faire des robes. Et quand j'ai créé la marque, je savais tout de suite que j'ai envie de faire un vêtement ultime. On est tous d'accord que quand on est bien habillé, quand on est bien dans ses vêtements, la journée est quand même plus chouette que si on est mal dans sa peau, ça nous serre, on n'est pas confortable. Ouais. Donc, gown aussi, c'est un apparat, c'est un tenue un peu qui te met en valeur, qui te... Une parure. Oui, une parure. Parce que moi, j'avais compris un peu comme gowns for sport, il y a un côté d'opposition, parce que tu mets rarement des robes pour faire du sport. Oui. Donc, c'était un petit peu aussi ton propos, en fait. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être en robe et faire du sport, etc., tout, être à l'aise dedans, en fait, et pas être... voilà, en fait, donc, et le petit pictogramme, qui est voilà, c'est la femme moderne qui a besoin de courir partout, qui n'a pas envie de devoir réfléchir de ses vêtements, juste elle a envie d'enfiler un truc qui est facile à mettre. Et... Je me demande, est-ce qu'on pouvait courir dans des robes de mariée, Patrice? Non. Non. Donc, pas de confort? Si, mais c'était pas le propos. Ok. Quel était le propos et pourquoi la robe de mariée? Ça n'a jamais été ma vision, vraiment. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est jamais sa propre vision. Après, la robe de mariée, c'est souvent un code, presque un uniforme en fait. Parce que j'ai essayé à ce que les clientes soient, que ça reflète qui elles sont, et pas la morphologie. La morphologie, c'est pas intéressant. C'est pas ce que l'on est, je trouve. Ce qu'on est, c'est à l'intérieur. Et comment comprendre l'intérieur? Comment tu procédais? Tu vois une personne et c'est quoi le discuter? On discute, on prend un café, on parle de musique, on parle de peinture, on parle de littérature, on parle de jardinage, on parle de voyage. Voilà. Et on essaie de comprendre les rêves des gens et d'essayer d'habiller les rêves des gens. Et quand tu dis pas morphologie, donc c'est-à-dire, mais quand même tu t'intéresses à la cliente, à son univers, mais c'est quand même... Et d'abord exprimer ce qu'elle est, et puis après la morphologie, c'est les contraintes en fait. Voilà. Mais c'est que ça, c'est que des contraintes. Et une robe, c'est fait pour faire du sport avec? Ça va qu'on pose la question. On peut tout dépend. Alors, encore une fois, de mon point de vue, en tant que sportive, tout dépend de la matière du vêtement et tout dépend comment celui-ci est porté et du sport qu'on fait. Donc moi, je suis athlète, donc championne de body fitness. Et il est vrai que j'aime beaucoup le prêt-à-porter. Ça peut paraître, avec mon sport, c'est complètement contradictoire. C'est que j'ai un profil un peu atypique, ce qui fait que pas mal de vêtements ne me vont pas. Où je suis obligée d'aller chercher dans des grandes tailles ou dans des vêtements vraiment très spécifiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer Aglaé, justement, à l'IFM, lors d'une interview. Et elle nous a parlé justement de la conception de ses vêtements et de la matière de son vêtement, que je porte d'ailleurs. C'est vraiment très confortable. Ça, c'est une bonne signe. Et dans ce que j'ai apprécié, effectivement, un peu, elle a pris en compte, là je vais te parler de quelque chose que peut-être que les gens n'aiment pas, ma morphologie. Ma morphologie, justement, par rapport à ma discipline. Et donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est que la robe que je porte aujourd'hui, je peux courir avec. Peut-être pas faire du tennis, mais je peux soulever des poids avec. Elle est longue, voilà. Ta robe en plus. J'ai couru pour venir sous la... Donc c'était pratique. L'histoire fonctionne en cycle. C'est infini des retours. Et, on partait de gowns qui étaient partout. Est-ce qu'un gown, tu vois un futur d'un gown pour l'homme, on est là ou... C'est un sujet qui est, à mon avis, au centre de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu actuellement, en fait, qui dit gown dit jupe. Et je pense que la jupe reste encore le seul vêtement qui est encore connoté actuellement, en fait. Les femmes ont mis du temps
accéder au pantalon, elles l'ont vraiment utilisé pour revendiquer un statut, un point de vue, etc. et tout, des années 20 jusqu'aux années 70 en fait. Maintenant, le pantalon est complètement, on va dire, dégenré, déconnoté en fait. Et alors que la jupe reste encore, en fait, finalement, le seul vêtement qui n'est pas porté d'une façon uniforme par les deux sexes, en fait. À l'IFM, on a un workshop qui s'appelle justement Jupe pour hommes, en fait, où du coup, on invite à chaque fois, en fait, des artistes, des performeurs qui, du coup, en fait, de par leur art, de par leur attitude aussi, de par leur message aussi, essaient, en fait, de pousser un peu les barrières, en fait. À l'IFM, il y a plein d'étudiants masculins qui portent des jupes, sans en faire en plus un statement particulier, en fait. Mais dès qu'on quitte l'IFM, qui est dans un quartier en plus particulièrement chiant, avec que des... On se croirait à la Défense, un peu, quoi. C'est que des lieutenants en costume, etc. Et tout. Il n'y a personne en jupe, en fait. C'est une image très occidentale, parce qu'en fait, ça vient de la surface de la planète. Il y a beaucoup d'hommes qui portent des jupes, des sarongs. Bien sûr, des djellabas, Et qu'est-ce que fait un corps de Julien que la mode change? Quelle turbulation il faut que quelque chose... Je ne sais pas si la mode change tant que ça maintenant, en fait. Okay. Je pense que on est uniforme. La mode est vraiment dans beaucoup de revival, etc. et tout, en fait. Je pense qu'on vit une époque qui n'est pas inintéressante dans le sens où on essaie un peu de changer le fond plutôt que la forme, en fait. On veut vraiment essayer de repenser un peu les fondements. C'est très lent, en fait, je pense. Hein. Mais on ne change pas maintenant de mode toutes les décennies, en fait. Il n'y a pas vraiment de changement. Enfin, moi, je le vois bien, mes étudiants s'habillent comme moi je m'habillais dans les années 90, par exemple. Vous voyez, c'est... En fait, tout passe, enfin, tout est accepté. Voilà. On peut s'habiller en fait. comment on veut. Exactement, en fait. Nous, on a connu l'époque où Courtney Love, c'est pas la même chose qu'Audrey Hepburn. Maintenant, c'est des icônes qui sont au même niveau. Donc... C'est très très lié à la position de la femme dans la société. Le but, c'est le seul but, c'est ça, faire avancer ce rôle-là. D'abord parce que je pense que la planète Terre en a besoin. Franchement, la gouvernance masculine, vous avez pas entendu, brillant monsieur quand même. On note. Tellement intelligent qu'il va falloir de l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est vraiment faire avancer la position de la femme. Mais pour ça, il faut changer les hommes. Oui, mais ceci étant dit, quand tu regardes l'histoire de la veste depuis 10 ans, là, ce qui se passe avec la veste, c'est très très bizarre. Là, on parle de la robe, mais de la veste, c'est très très bizarre. Toutes les vestes au féminin, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Toutes les vestes que vous portez aujourd'hui sont des vestes d'hommes, avec le même col, les mêmes épaules. Et ce qui est particulier quand on étudie la veste, c'est que la veste masculine, vous avez à peu près, si on est très large, 20 types de vestes différentes, mais vraiment si on est très large, entre les 3 boutons, les 5 boutons, les doubles boutonnasses, le col cassé, le col châle, le col smoking, ok, basta, c'est fini. Femmes, si vous étudiez le nombre de vestes depuis les années 10-20, vous avez, je sais pas, 500 000 différentes vestes de femmes. Dans les années 60, il y a des vestes extraordinaires. Et donc, manque de créativité aujourd'hui? Non, c'est parce que l'industrie est faite pour... l'industrie, c'est fabriquer des vestes d'hommes. Voilà. Donc, on fabrique des vestes d'hommes. Et les étudiantes, ils suivent l'industrie ou elles sont assez libres de... Il y en a qui sont là ce soir. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je sais pas, en fait, les étudiants, ils ont... je me compare souvent à eux parce que j'ai été moi-même aussi étudiant, etc. Et tout. Ils passent par des phases où ils découvrent aussi, en fait, le vêtement, comment ça leur va pas non plus. Enfin, il y a des phases où on les voit porter les manteaux d'une fourrure de leur maman, par exemple. Il y a une phase un peu comme ça, puis ils passent après à autre chose. Ils sont, à mon avis, intéressants parce qu'ils expérimentent beaucoup, en fait, et ils n'ont pas forcément tous les schémas sociaux qu'on a nous, qu'on a digérés, qu'on a vécu. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voir comment est-ce qu'ils ont, pour certains en plus, qui amènent une grande liberté, en fait, souvent. Bon, après, je pense que ça dépend aussi quel rapport on a aussi avec soi aussi, en fait. C'est très, très peu théorique. La mode, ça vient... En fait, tu apprends la mode... par la pratiquant. Bien sûr, c'est très physique. Ouais. Et en fait, je ne sais pas combien de vintage, des très belles pièces, des
des pièces très peu chères et très mauvais coupes et tout, que j'ai pu essayer pour aussi sentir qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça évoque, quel type de contexte je peux créer avec, Bien sûr. quel type de réaction je peux créer avec. Ça m'étonne toujours de voir les gens qui sont, dès le début de leur adolescence, sûrs de leur look, en fait. Ah oui. Ouais. Moi, je suis passé par tous les looks. Ouais, oui. Moi, je me sentais toujours tellement, j'admirais ces gens. Ouais. Mais c'est Ils vrai sont déjà qu'aujourd'hui, sûrs, ouais. aujourd'hui, je trouve que j'aurais pu jamais être comme ça. Parce que pour moi, je suis toujours pas sûre de mon style. Ouais. Et j'adore ça. Et c'est vrai que dans la mode, on rencontre des gens qui Oui. sont souvent extrêmement comme ça, fascinants par leur assurance, en fait. Oui, j'ai une question pour qui. Quand est-ce que tu as commencé de faire vraiment du sport et voir ton corps changer? Mais voilà, aller vers le bodybuilding. Alors, moi, c'est dans tout un autre contexte. J'ai grandi au Sénégal et j'avais des grands-parents très protecteurs. Et j'étais une fille un peu timide, réservée. Et chez nous, au Sénégal, on porte beaucoup de jugements sur ce qu'on vaut. Et pour ma grand-mère, justement, elle ne voulait pas qu'on parle mal de sa petite fille parce que je ne sortais pas, je ne voulais pas sortir, j'aimais bien rester à la maison. Mais pour elle, pour le regard des autres, ça voulait dire que elle la séquestrait, elle l'empêchait de sortir. Et en fait, pas du tout. Et donc, le seul moyen pour ma grand-mère, elle aurait pu trouver un autre moyen, hein, mais ce moyen-là, c'était de me dire, soit je te frappe, soit tu vas faire du sport. Ah ouais. C'était radical. Donc j'ai choisi de faire du sport. Et donc j'ai commencé le sport, plus précisément avec de l'athlétisme, à l'âge de mes 13 ans. Et à partir de là, j'ai vu justement mon physique changer. Et j'ai vu le regard des autres changer sur moi. J'ai appris à me regarder et à me dire, ok, j'aime beaucoup ce que je vois et j'aime beaucoup ce que ça reflète à l'extérieur. Et j'ai continué à faire du sport comme ça. Le seul hic, c'est comme j'avais pas compris qu'en faisant énormément du sport, mon corps allait changer, mais que aussi je pouvais plus porter de vêtements. Parce que les vêtements, à une certaine époque, il n'y avait pas de vêtements pour les sportifs en fait. C'était, soit il fallait porter des vêtements garçons, donc des joggings, des vêtements amples. Et si je voulais porter des jupes, en fait, il n'y en avait pas. Donc, je passais mon temps à porter des joggings. Voilà. Il y en a encore assez peu, quand même. Il y a de plus en plus de sportives. Ouais. Et c'est juste mon impression extérieure que ils font en sorte que les vêtements s'adaptent un peu plus. Ouais. Il y a 10 ans, c'était pas ça. Il y a 10 ans, je traînais en basket, en jogging, en salopette et en pull. Donc j'ai commencé le sport à l'âge de mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui et je suis passée par plusieurs étapes sportives, mais aussi par plusieurs étapes de mode. Parce que je cherchais encore mon style vestimentaire que je n'arrivais pas à trouver. Je suis passée par la phase gothique, par la phase punk, par la coloration des cheveux parce que je ne pouvais pas porter de vêtements colorés, donc ça passait par mes cheveux. Donc voilà, j'ai fait énormément d'expériences. J'ai toujours pas trouvé mon style, hein, mais je continue un peu les expériences. La société évolue, des vêtements comme fait Egli arrivent sur le marché et ça nous permet aussi de mieux nous habiller. Moi j'ai une question par rapport à ça parce que Patrice disait très justement que finalement dans la mode c'est surtout les femmes déjà qu'on habille, etc. et tout, mais on parle beaucoup actuellement d'un problème systémique dans la mode, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes en fait et très peu de femmes en fait, et que finalement, est-ce que tu penses que tu peux trouver... Alors je dirais encore un peu plus loin. Ok. Mais vas-y, ouais. Oui. Je dirais qu'il y a beaucoup d'hommes, très peu de femmes et encore moins de femmes sportives. Oui, en plus. Ouais. Et pas du tout. Et est-ce que par exemple le fait que par exemple tu penses que tu peux plus trouver ton bonheur chez une créatrice que chez un créateur par exemple? Est-ce qu'un homme en fait concrètement, qu'est-ce qu'un homme il connaît au corps d'une femme en fait? Alors que pourtant il n'y a que des hommes dans la mode en fait. Et que si on est un peu honnête d'un point de vue historique depuis le début du siècle, le dernier siècle, le dernier en fait, les plus grands créatrices finalement sont des femmes, Chanel, Lyonnais, enfin bon, il y a quand même beaucoup de figures importantes.
Et celles qui ont vraiment pris en compte les choses, je pense à Sonia Rykiel aussi, par exemple, etc. Et tout. Même maintenant, il y a quand même une génération de femmes, de jeunes femmes qui prennent ça en compte et tout, mais finalement, ça réduit quand même beaucoup l'offre. Oui, fait. ça réduit, effectivement, pour certaines femmes, ça réduit l'offre. Moi, d'un point de vue extérieur, je sais qu'ils ont des... Enfin, de ce que je vois, ils ont des codes, ils ont une ligne directive qui suivent, Ouais. et qu'ils oublient peut-être la moitié de la population, de morphologie complètement différente. Mais effectivement, il y a d'autres marques, il y a d'autres créatrices qui arrivent sur le marché et qui prennent en compte ces différentes femmes qu'on voit plus. Ouais. Nous, on est dans une école, on sait très bien et tout. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre dès le début à faire des vêtements pour tous les corps? Est-ce qu'on apprend à faire un vêtement sur un 36, 38? Ça vaut de nous le dire, voilà. justement. Je sais que par exemple à l'IFM, il y a quelques années, on a acheté un Stockman en je ne sais pas combien c'était, en 52, 54? 50, Ouais, en fait, sauf qu'il n'y en a que 2 à l'école, je crois. Non, ils sont tous dans ma classe d'ailleurs. Et finalement, en fait, c'est vrai que finalement, apparemment, les étudiants n'ont droit qu'en 2e année, je crois, pas en 1re année, je sais plus. Il y a des histoires assez compliquées par rapport à ça et tout, et que finalement, beaucoup m'ont dit en fait qu'ils avaient pas forcément en fait appris de cette façon-là, et que finalement de faire un vêtement sur un corps qui n'est pas un 36 normé entre guillemets en fait, ils sont complètement perdus en fait. Donc, est-ce que c'est pas une question d'éducation par exemple? Je pose par exemple la question à toi en fait. Ouais, Comment tu formules l'exercice pour les étudiantes pour procéder à penser différemment peut-être? Par rapport au corps. Ouais. En fait, moi, j'essaie d'aider les élèves qui veulent travailler sur ce sujet quand ils veulent travailler sur le sujet, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des problèmes des deux côtés. Il y a plus de créateurs masculins que de créatrices masculines aussi, parce que souvent les femmes se préfèrent fantasmer dans un regard masculin que regarder dans un regard féminin. En face, oui. Donc ça, c'est déjà une chose. Par rapport à la différente morphologie, moi j'ai ma grand-mère qui pesait 130 kg. Donc elle ne trouvait pas de robe à sa taille, donc elle fabriquait ses robes elle-même en coton à la campagne. Donc le jeudi, j'allais passer mes après-midi avec elle parce qu'on n'avait pas d'école à cette époque-là le jeudi. Et elle faisait ses robes et moi je dessinais des robes. Voilà. Donc je passais mes après-midi avec elle. Mais j'avais déjà habillé des filles assez fortes, assez rondes, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Ce qui dicte ce qu'on va faire, c'est le regard qu'elles ont sur elles. C'est ça qui compte. Donc, mais quand ce regard est bloqué dans le regard des hommes, c'est difficile de le débloquer là. Après, je pense que là, c'est toujours aussi les histoires historiques aussi, l'idée d'une femme plus voluptueuse. Enfin, il y a plein de mots qui sont souvent assez pudiques comme ça, ou assez hypocrites aussi en fait. L'idée de la rondeur, en tout cas, d'une femme en tout cas plus enveloppée, etc. et tout, fait aussi appel à fait aussi écho à la maternité. Enfin, je sais pas, quand on voit les peintures de Ingres, par exemple, plus les filles étaient rondes et extrêmement comme ça, blanches aussi, bien sûr. C'était un signe de richesse, qu'elles étaient bien nourries, en fait. Il y avait un côté, alors que la maigreur, c'était vraiment l'inverse, en fait. Donc ça a beaucoup fluctué, en fait, je pense. Et je pense que maintenant, pour ce qui s'agit des femmes, il y a quand même, sur les podiums, l'idée un petit peu d'une diversité. Parfois, c'est un peu un quota qui est un peu hypocrite, mais parfois, quand même, je sais que vous avez défilé pour Marine Serre, je crois. Oui, elle est vraiment dans une sincérité, quand même, du casting, un peu, où on sent vraiment que pour les femmes, elle y arrive. Mais quand on voit pour les mecs, je suis désolé, c'est complètement bloqué, en fait. En fait, c'est un tabou énorme, en fait, je pense. En fait. Soit l'homme, il est gros, donc il est costaud, il est musclé, en fait, c'est un colosse. Donc ça renvoie toujours à un cliché grec aussi, en fait. Soit c'est, voilà, en fait, un mannequin, en fait. Ça, c'est un truc que je trouve que les étudiants ont encore du mal, en fait. On joue sur les podiums de l'école, souvent des tentatives intéressantes avec sur des mannequins femmes et tout, mais les mecs, ils sont tous hyper skinny, en fait. Mais moi, j'ai toujours trouvé très étrange cette façon d'étrangler la taille des hommes, des hommes, des femmes. Ouais. Au début, je suis un étudiant en psychologie, donc j'ai trouvé ça bizarre c'est nier l'endroit où c'est justement là où la femme a le pouvoir, ce pouvoir-là que les hommes n'auront jamais, de donner la vie. Et c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et le fait de l'étrangler, c'est comme le fait de vouloir nier un pouvoir. C'est censuré.
Les hommes fortes, on a vu dans l'exposition au musée Rodin récemment. Et ils ont présenté ce projet qui est autour de monument pour Balzac. Rodin a reçu le demande de créer un monument de Balzac qu'il n'a jamais rencontré. Il était mort 30 ou 40 ans avant. Et Rodin s'est dit, alors comment on s'approche à cet homme? C'est qui Balzac? Balzac est un grand écrivain et surtout c'est un homme fort, énorme à vrai dire. Et donc elle va rencontrer pas le couturier, mais la personne qui faisait les costumes de Balzac. 40 ans après qu'elle faisait les costumes, mais le souvenir était encore vivant. Et Rodin demande à cette personne de fabriquer un costume qui pouvait être un costume de Balzac. Et il se trouve que costume, et le musée aujourd'hui l'a refabriqué, le costume est énorme. C'est un costume un homme énorme. Donc le corps physique, qui était plein des idées, remplissait ce contenu qui était le costume. Et donc là, ça passe. La personne était grande, mais comme c'était grand container des idées, ça a été embrassé, ça passait. Je pense aussi alors, il faut être Balzac pour être fort. Je pense aussi qu'à l'époque, quand Rodin a proposé la première épreuve de cette sculpture de Balzac, les gens ont dit il est trop gros. Il a dû aussi du coup le mettre en robe de chambre pour aussi un petit peu abstraidiser ces formes. Pardon. Donc, ça n'a pas beaucoup changé finalement en fait. Ça avait beau être Balzac, il ne pouvait pas être énorme en fait. Donc la robe de chambre aligne la taille quand même, non? Oui, en tout cas, annulait un petit peu la silhouette en fait. Oui. Ça donnait une espèce de stature comme ça très haute. En fait. Mais je trouve que le silhouette de la robe de chambre qui enveloppe un peu le corps, c'est sans étriquer à la taille, mais quand même ça donne une silhouette très élégante. On affine un peu la taille entre guillemets. Les lignes font une illusion, une trompe-l'œil. Ouais. Donc je dis souvent aussi, et ce qui m'intéresse énormément dans mon métier, que le design c'est un outil à embellir toutes les formes. Parce qu'on peut créer justement, c'est dessiner ce que tu veux. Faire plus rond, faire plus mince. On joue avec les lignes, on crée cette illusion et on peut vraiment devenir quelqu'un un peu d'autre ou un tout petit peu ajuster son silhouette comme on veut l'avoir. Pendant longtemps, le travail de la haute couture, les clients de la haute couture, c'était plus un travail de chirurgie esthétique, entre parenthèses, de modifier le corps ou de l'image du corps. Ouais. Givenchy, qui a été un élève de Cristobal Balenciaga, disait que quand les femmes bossues, elles enfilaient les tailleurs de Balenciaga, les tailleurs basculés des années 60, tout d'un coup elles se redressaient. En fait, elles ne se redressaient pas, mais tout d'un coup la forme du vêtement faisait que la bosse disparaissait et qu'elles avaient l'air droite. Mais donc, tu ne fais pas des choses sur mesure, tu peux les adapter, mais est-ce qu'on pourrait dire que tu penses que c'est possible de faire une sorte de proposition de 3 ou 10 choses adaptables, sans sorte de, je ne sais pas dire, abécédaire des formes à choisir, ou c'est un peu ça? Des basiques un peu. Oui. Ouais. C'est clair que pour l'instant, donc depuis les années 60, tu vas peut-être corriger plus précisément, mais quand la mode avant tout était haute couture, après ça s'est démocratisé justement de pouvoir offrir le style et des vêtements pour un public plus large, donc avec des prix beaucoup plus abordables. Donc on a passé de haute couture à prêt-à-porter, donc c'était Yves Saint Laurent qui avait la première magasin de haute couture. Ça c'est la légende un peu, mais bon. On sait que l'autre côté de médaille, c'est que en démocratisant la mode, on devait faire en série. Donc ouvrir, voilà, c'était pas faire sur mesure chaque pièce faite vraiment uniquement pour la personne, mais on devait standardiser les tailles, on devait standardiser des coupes. Et aujourd'hui, en 2025, on se retrouve quand même avec beaucoup de solutions, avec
le AI, avec tout, avec body scan, avec plein d'outils différents. Et je trouvais toujours un peu limité quand même qu'on suit toujours le chemin de standard. Et que si on s'éloignait juste un peu déjà de standard et on essayait de dire, OK, j'ai pas un standard. Standard 36, standard 38, on donne toujours 4 cm de plus quand la taille est plus grande. Mais si on essayait de s'approcher à une morphologie, par exemple, plus triangle, plus un triangle inversé, c'est pas du tout le même vêtement qui va à ses corps. Donc déjà, avoir non un standard, mais 3, OK, standard, on pourrait déjà gagner 3 fois plus gagner en clients, mais aussi peut-être sauver certaines personnes de complexes qui peuvent créer les standards. Parce qu'on se compare, nous, on pense qu'il y a quelque chose de mal avec nous. Mais en fait, à la base, c'est que le vêtement, c'est une housse, non? Une housse pour une voiture, ça va pas à une guitare, non? Une housse pour des lunettes, ça va pas non plus à, je ne sais pas, une télé ou à l'époque où on annonçait les télés. C'est l'époque de mes grands-parents. Mais en tout cas, c'est des housses. Moi, je vois des vêtements et aussi gown. Pour moi, c'est un peu comme une housse qui doit... donc, souvent, j'adore cette notion dans mes recherches. J'ai fait toujours ce parallèle entre des housses... pour des objets et des vêtements. Parce que pour moi, c'est encore une housse qui devrait quand même, non, pour moindre chose, s'adapter à la forme en dessous. S'adapter, une chose, mais embellir, élever, de rendre la personne contente de son silhouette. Il y a quelque chose qui est assez quand même caractéristique dans tes vêtements, c'est la matière. C'est ça quand même qui est, à mon avis, quand on voit tes collections, tu as quand même mis au point une matière qui est assez unique quand même, qui est extrêmement résistante, qui va à tout le monde, mais qui n'est pas non plus un stretch qui se déforme non plus. Et donc, tu peux nous en parler aussi un peu de comment est-ce que tu es passé pour trouver un petit peu on dirait un peu comme un caddie de soie, un peu. Oui, c'est assez simple. Je choisis d'utiliser cette matière parce qu'elle fait tout. Ouais. Déjà, c'est une matière à tout faire. Attends, un tissu qui ne se froisse pas, qui s'éteint, mais qui est sensible, mais qui garde quand même la forme. Je trouvais ça super intéressant. Et qui est super confortable en plus, non? Ah oui, Et oui, je confirme. de très haute gamme et ça vient de vêtements de sport, de sport professionnel. Ouais. Donc, à la base, quelque chose quand même. Donc on aurait fait le lien avec le sport. Complètement. Oui. Je pense que ton travail chez Margette a beaucoup aussi apporté, non? Oui. Quand on a travaillé avec quelqu'un comme lui, je pense qu'il y a une réflexion sur le porter, le vêtement en tant qu'objet, en tant que... Je pense que c'est une belle école. Hein. Oui, lui, il jouait beaucoup avec les matières, il jouait beaucoup avec les contradictions, avec des contrastes. Et pour moi, c'était vraiment une école qui me formait. Il avait déjà commencé à jouer avec la diversité, plus des visages, plus de... Il y avait des femmes un peu plus âgées dans ces défilés. Oui, il y avait... Mais c'est vrai que sur le corps, et je me demande, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il est tellement illimité. Ouais. C'est économique aussi. Hein. Enfin, un vêtement coûte moins cher s'il est en 36 que s'il est en 42. Enfin, c'est ça aussi, en fait. Hein. C'est aussi parce qu'il y a toute une économie autour de la minceur, la maigreur, de la minceur. C'est ça que c'est intéressant, parce que Phoebe, au final, étant une femme, n'est pas forcément celle qui, dans ses collections, parle de diversité des corps non plus. Donc, oui. Il y avait quand même une mannequin. Bon, elle était tout à fait maigre et magnifique et grande, taille mannequin. Mais on dirait que peut-être elle avait un enfant, peut-être elle allaitait, elle avait cette chair, elle était un peu plus pulpeuse qu'une mannequin qu'on voit d'habitude sur des podiums. Et je trouvais ça incroyablement rafraîchissant. Et après, je me suis dit, mais pourquoi c'est tellement rafraîchissant? Pourquoi ça ne devrait pas être une norme? Déjà qu'on voit 3 cm de chair de plus, et ça nous choque. Mais pourquoi? Je trouve que moi, ce que j'attends en tout cas de l'époque, et les jeunes générations et tout, c'est qu'ils nous choquent par rapport à ça. En fait, ils nous disent, comme quand nous, je sais pas, cette collection de Comme des garçons, Body Image Shape, je sais pas comment elle s'appelle, etc. Et tout, vous la connaissez bien. Avec les danseurs. Voilà. C'est une collection, quand je l'ai vue à l'époque, je trouvais ça moche, en fait. J'ai pas peur de le dire, en fait. Et
Et c'est après, en fait, que j'ai compris la démarche, etc. et tout, en fait. Et j'aimerais bien maintenant que les jeunes générations, je le sens, en fait, nous choquent, en fait. Oui, moi, nous déplaisent, finalement, et en fait, nous montrent, finalement, en fait, une réalité et tout. Et je trouve que ça commence un peu à venir, en fait. D'après moi, la créativité nouvelle vient, en tout cas, de cette... parmi d'autres, mais en tout cas, de cette... je trouve. Oui, Patrice, tu t'attends quelque chose pourrait te rendre Non, je pense que... par rapport Ouais, moi, ce que j'attends de la mode aujourd'hui, c'est qu'elle change la forme. En fait, la forme, elle peut très bien changer. Moi, j'attends que le fond change. J'attends que la forme change. Aiglé. Moi, j'attends d'arriver un tout petit peu à ouvrir le style à voilà, une diversité un peu plus large. Et à la fois, je me dis, si une grande maison commencerait à faire un peu de ça, alors les autres, ils auront plus de choix qu'à faire ça. Mais je suis sûre qu'il y a des choses qui arrivent. Et je vois comment les gens regardent. Et avec les JO de l'été dernier, j'ai déjà vu ça venir déjà dans le sport. Là, le fait que c'était beaucoup plus ouvert, en plus c'était à Paris, ça tombait bien, Paris c'est le centre de la mode, et donc il y avait tous ces créateurs comme Louis-Gabriel Nucci qui a ouvert aussi les Paralympiques, il me semble, oui. Il a fait 700 costumes pour vraiment, il y avait tout le monde, il y avait des corps différents et c'était très intéressant. Ce discours était très intéressant et j'espère, et mes grandes attentes, c'est que plus en plus de gens vont penser que c'est la norme et qu'ils vont juste déjà, accepter. Tu disais que Paris, c'est le centre de la mode. Je pense que déjà, si on décentre ce centre-là, en fait, parce que je pense qu'il y a des Fashion Week partout, notamment autour de la Fashion Week de Lagos, la Fashion Week de Dakar. Il y en a partout, vraiment dans le monde entier, et c'est souvent là, finalement, en fait, que les choses se passent. Les Parisiens font des voyages de recherche pour revenir et faire leurs choses en prenant les 2% de ce qu'ils ont vu et surtout ce qu'ils croient d'avoir compris. En tout cas, je pourrais juste rajouter que moi, je suis convaincue que la mode, c'est un tel pouvoir. C'est pourquoi je le fais. Parce que ça m'a fait... je suis fascinée par le pouvoir qu'on peut faire... changer avec le vêtement. Et je suis convaincue que c'est quelque chose qui reste dans les mains des créateurs, des designers, des jeunes créateurs qui vont être là, le futur de la mode. Et qu'on peut résister. Donc l'IA elle va nous pousser, nous on peut résister et on peut faire en sorte que ça doit arriver à une grande maison qui change quelque chose dans ça et ça va devenir la norme. Et moi j'attends de ça avec grande impatience. Et là on entre en période de crise, donc tout d'un coup en période de crise, qu'est-ce qu'on fait dans les collections? Il faut faire sexy parce que soi-disant que le sexe ça fonctionne en période de crise, d'accord. Mais plus la sensualité, je trouve que c'est plus intéressant. Et sensualité c'est touché, donc en fait... Maintenant, je termine en vous invitant de tout toucher et de continuer la discussion. Si vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et donc en tenue, ça peut changer de la personnalité, ça peut te faire devenir autre. Certainement. On est d'accord.